Bienvenue au F5 Podcast cette semaine, Safari to Soul de Dennis Wheatley. C'est le premier livre, si je me souviens bien, que j'ai lu en anglais au complet, qui n'était pas un livre qu'il fallait lire pour l'école. J'ai lu ça la première fois, est-ce que j'ai... En tout cas, autour de l'année 95. Je l'ai relu parce que je me rappelais que ça m'avait plu, mais je me rappelais aussi qu'il y avait bien des portions que je n'avais pas compris parce que mon anglais n'était pas encore très bon à ce moment-là. Dennis Wheatley, j'ai déjà fait un podcast sur un de ses livres, Psychology of Winning, P-O-W. Ça, c'est un livre qu'il a écrit longtemps après être allé faire un safari. Bon, bien sûr, dans le livre, il parle qu'il a toujours voulu faire un safari. Puis là, c'est l'histoire qu'il y va avec sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, parce qu'il avait fait une promesse à sa fille qu'il l'amènerait dans un safari. Et il utilise ce qui vit dans les safaris pour faire une réflexion un peu sur, on peut dire, tout ce qu'il a appris dans sa vie. C'est quelqu'un qui a été militaire, c'est quelqu'un qui est conférencier, c'est quelqu'un qui a été entrepreneur. Il a vécu beaucoup et il a fait beaucoup de conférences sur la performance. Il a coaché beaucoup de gens sur la performance. Et là, il a comme un peu une épiphanie quand il s'en va dans le safari et il reconnecte avec la nature. Il se rend compte que les êtres humains ont fait partie de la vie et non l'inverse. C'est pas nous qui représentons la vie, on est juste une petite portion. Il se rend compte aussi assez rapidement que dans le fond, on possède rien. Ça, c'est peut-être parce qu'il vieillit, mais il se rend compte que dans le fond, on a beau dépenser notre argent pour des choses matérialistes, comme un terrain, une maison, un gym, on ne part pas avec. C'est le principe qui dit aussi des pyramides. Il n'y a personne qui part avec sa richesse. Donc, en fait, on paye pour avoir le droit de l'utiliser pendant notre vie, mais après ça, il va falloir le passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si la propriété privée n'existait pas vraiment. La seule chose qu'on a vraiment, c'est nos sentiments, c'est les émotions, c'est les relations qu'on a avec les autres. Fait que ça, c'est des petites réflexions qu'il commence à avoir tranquillement au fur et à mesure qu'il vit le safari. Il se rend compte que, par exemple, moins il planifie de faire de choses, plus il en profite. Ça, on reviendra à la relativité du temps. On en a même parlé dans d'autres ouvrages avec Stephen Hawking et compagnie. Mais dans le fond, il se rend compte que pour profiter de son safari, il faut absolument que ils prennent le temps de vraiment regarder, de vivre les événements, au lieu de juste se dire j'ai besoin d'aller prendre des photos de ça, de faire une vidéo de ça, il faut que je marque des checkbox, un peu comme mon bucket list. Est-ce que j'ai vu un lion? Est-ce que j'ai vu un rhinocéros? Au lieu de juste prendre le temps et pour finir d'en profiter et d'en faire plus. C'est contre-intuitif en fait. Moins il en planifie, plus il finit par le faire de qualité et plus il en profite et mieux il le fait et plus il finit par accomplir des choses que si il avait voulu accomplir beaucoup de choses d'un coup. Plus on observe la nature, plus on se rend compte que c'est elle qui a les réponses à nos questions. Il se rend compte, exemple, quand il observe un guépard pendant longtemps, qu'il y a des taches noires en dessous de ses yeux, de la même façon que les joueurs de football ont ça. Donc, il se rend compte que la nature avait déjà inventé ça. C'est un peu comme le livre Soyons aussi intelligents que la nature que Gunther Pauli a écrit. Lui, il a eu cette réalisation-là. On n'a pas inventé grand-chose. Dans le fond, les animaux et toutes les espèces de la nature et toute la nature qui est autour de nous a souvent des réponses bien plus performantes à ces questions-là que nous, ce qu'on aurait pu faire. Après ça, il a dit que plus on passe du temps en nature, plus on se sent comme si on était chez nous, comme si on avait retrouvé un paradis perdu. Parce qu'il dit c'est vraiment spécial. Quand je suis arrivé en Afrique, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais tout le temps vécu là, alors qu'il n'est jamais allé. Donc, après ça, tranquillement, il se rend compte qu'il va pouvoir utiliser cette expérience-là pour
nous passer de l'information et il commence à avoir des leçons. Comme la première chose, il se rend compte que la peur, c'est quelque chose qui dicte notre vie. Et puis quand on va dans un safari, il dit tu as peur de marcher sans ton guide parce que tu as peur de te faire manger par un lion légitimement ou de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut manger, quel insecte est venimeux, quelle espèce il ne faut pas approcher, comment est-ce qu'il faut l'approcher. Et donc, il se rend compte que dans le fond, la peur, c'est vraiment créé par l'ignorance, par l'inexpérience, par potentiellement un préjudice qui nous vient des autres modèles qu'on regarde et ça nous rend incapables de différencier dans le fond ce qui est la réalité, ce qui est la fiction, ce qui est un danger ou ce qui est l'opportunité. On en parlera plus tard, mais lui, son gros concept, dans le fond, c'est que quand on est un touriste dans un safari, on a peur de tout puis on a besoin d'un guide, on est un peu esclave du guide, alors que quand on est un guide, on arrive à savoir différencier ce qui est un danger ou une opportunité et même potentiellement, un guide pourrait vivre dans la savane africaine comme si c'était le paradis, alors qu'un touriste trouve que la jungle est méchante, alors que le concept, c'est que la jungle est neutre. Ça dépend de l'information et des connaissances qu'on a. Après, il se rend compte aussi qu'il faut regarder et garder juste le bon. Il est vraiment impressionné par les Maasai, par leurs coutumes, par comment leurs connaissances, mais il dit que ce serait facile aussi de les critiquer par le fait qu'ils laissent moins de place que nous à leurs femmes dans leur société, du rôle qu'il y a des plus jeunes versus des plus âgés. Mais d'un autre côté, il dit si par contre on focus sur ce qui est le bon, eh bien, c'est vraiment facile d'apprendre et de rester positif et nous de grandir parce que on a fait des apprentissages au lieu de juste critiquer. Après ça, comme troisième apprentissage, il dit qu'il se rend compte que tout le monde porte un masque. Il se rend compte qu'on connaît seulement les gens quand on arrive à les voir sans. Puis ça, nous, on sait ça parce que si vous faites du CrossFit, si vous faites de l'entraînement ou des compétitions à haut niveau, vous savez que dans des situations marginales où est-ce qu'on est au max de notre performance, on ne peut plus se cacher derrière un masque. On n'a pas le choix de sortir comme on est. Puis lui, c'est ce qu'il dit, dans le safari, quand on a peur, quand on est nez à nez avec un lion, là, on voit vraiment comment est la personne sans son masque. Donc, l'idée, c'est d'essayer de, même nous, l'objectif, c'est de trouver qui on est sans son masque. Quatrième, c'est que tout le monde pense qu'ils vivent au pire moment. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Il met un passage d'un texte qui pourrait avoir été écrit juste là. Puis en fait, après, il montre que ça a été publié il y a 200 ans. Puis c'est quelqu'un qui dit que l'avenir est incertain, puis que ça va mal, puis que le passé était donc bien meilleur. Puis il dit, toutes les générations font tout le temps l'erreur d'embellir le passé. Et vu qu'on est conscient des challenges qu'on a aujourd'hui, de ternir le futur. On a toujours l'impression que ça va donc bien mal, puis il faut se rendre compte que c'est ça tout le temps. Et le remède à ça, c'est vraiment de prendre action. Si on fait juste laisser ça nous paralyser, au lieu de prendre action et de profiter du moment présent et de l'avenir, on sera tout le temps dépressif ou paralysé par la peur de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, au lieu d'être excité par la possibilité du succès dans l'avenir. Comme j'ai dit, donc la jungle, c'est neutre, que ce soit une jungle de béton, genre à New York ou à Toronto ou à Montréal, ou la jungle africaine ou dans la forêt boréale, c'est neutre, il faut juste être un guide, il faut apprendre à en profiter. Il ne faut pas être un touriste, il faut être un guide. Puis lui, comment est-ce qu'il dit qu'on peut devenir un guide? C'est si on focus sur cash, K-A-S-H. K pour knowledge, donc connaissance. A pour l'attitude qu'on va décider à avoir selon ce qui se passe. S pour skills, donc nos habiletés, puis d'aller chercher justement des savoir-faire. Et H pour habits, donc les habitudes, comme on a vu The Power of Habits avec Charles Duhigg. En sixième, l'économie de la connaissance. Il parle exactement comme Idriss Aberkane. Il faut se rendre compte que maintenant, puis lui, il a écrit ça il y a quand même un certain temps, il faut se rendre compte que on est dans l'âge de la connaissance, on n'est plus dans l'âge de juste on apprend quelque chose, puis boum, pour le reste de notre vie ou pour les 50 prochaines années, il n'y a pas besoin d'améliorer ou de mettre à jour cette connaissance-là.
C'est la connaissance qui va nous permettre d'avoir une bonne qualité de vie ou d'avoir un bon avenir. Donc, il faut apprendre qu'il faut tout le temps apprendre. Il faut arrêter de faire le minimum. Et il faut utiliser l'économie de la connaissance et le gain de connaissance pour repousser les 3 peurs que tout être humain a. La peur de d'être rejeté. Ça, on en a parlé parce que dans le fond, c'est ancré en nous parce qu'il y a très longtemps, si on était rejeté du groupe, ben, c'était la mort assurée. La peur du changement, ça, on le vit tout le temps. Les gens sont ancrés, donc préfèrent juste faire la même chose que de potentiellement que ce soit mieux et de changer. Ils parlent d'un groupe d'indigènes qui, par exemple, étaient aux prises avec les mouches tsetse qui vivaient dans leurs habitations qu'ils faisaient avec de la boue. Et ça faisait qu'ils mouraient tous très jeunes. Mais une fois qu'ils ont découvert que c'était les mouches tsetse, au lieu de changer le type d'habitation, au lieu de se déplacer à un endroit où est-ce qu'il n'y en avait pas, ou de trouver une façon pour enlever les mouches tsetse, ils ont préféré continuer à mourir jeunes et juste rien changer. La peur du changement, c'est extrêmement grand. Et la peur du succès. La peur du succès qui dit que dans notre monde maintenant, où est-ce qu'on a accès à des gens qui sont exceptionnels en regardant les médias sociaux, en regardant les nouvelles, en regardant les Jeux olympiques, bien, on a tendance à, dans le fond, downgrader tous les petits succès que nous on fait et donc penser qu'on ne sera jamais capable d'avoir du succès parce que notre standard est beaucoup trop élevé et donc on a même peur de se rendre là, fait qu'on n'essaye même pas. Après ça, il parle, c'est assez intéressant comment dans le fond ça regroupe un peu beaucoup de livres que j'ai déjà résumés. Le sort de lui, ce qu'il appelle de la connaissance permanente, en fait c'est le fixed mindset de Carol Dweck dans le livre Mindset. Ce qu'il dit donc fixed versus growth, il dit qu'il faut vraiment se rendre compte que les inventions sont rarement faites par les gens qui sont dans le domaine parce que les gens qui sont experts dans le domaine, ils ont tendance à avoir une mentalité fixe sur c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça que ça a été prouvé, c'est comme ça que scientifiquement on sait qu'il faut que ça soit fait et donc on ne déroge pas de ça et on n'a pas l'impression qu'on peut s'améliorer. D'après les experts, c'est où on est expert, pas pour tout le monde, mais où on est expert, où on ne l'est pas, c'est où on est talentueux, où on ne l'est pas, puis il n'y a pas moyen d'utiliser la connaissance ou l'apprentissage, l'éducation pour devenir meilleur. Après ça, dans son safari, il a plusieurs questionnements. Comme exemple, pourquoi est-ce que la plupart des gens, puis ça c'est une bonne question, sont plus équipés pour bien faire leur passe-temps et apprécient plus leur passe-temps que leur propre travail? Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas de leur passion? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question, si l'argent n'était pas un obstacle, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Bien sûr, répondez pas, le premier mois, je ferai un voyage autour du monde. Qu'est-ce que vous feriez vraiment là, si vous avez encore plus de 50 ans à vivre, vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Puis qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Pourquoi est-ce que plus on grandit, plus on s'éduque, plus on a peur des 3 mots, ou les 4 mots en français, je ne sais pas. Pourquoi? Alors que c'est libérateur de dire je ne sais pas et d'apprendre. Alors que d'habitude, on se bloque puis on a tendance à dire oui, je connais ça. Fait que ça, c'est quelques questionnements qu'il y a. Après, il se rend compte que, on en a parlé dans plusieurs livres aussi, l'effet placebo ou Pygmalion, ce qu'on croit est extrêmement important. Donc pour lui, il pense que tous les gens qu'il a rencontrés qui ont très bien fonctionné dans la vie, qui ont eu du succès, c'est tout le temps des gens optimistes. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent tout le temps qu'ils sont capables, qu'il va y avoir des meilleurs jours, qu'ils vont réussir, que peu importe ce que les gens pensent, il faut qu'ils continuent, parce que ce qu'ils croient fermement devient réalité. Après ça, il parle du stress. Et il dit que le stress, d'un côté, c'est neutre, parce que le stress, c'est la réponse que le corps a, mais c'est une réponse non spécifique. On a la même réponse physiologique de se faire dire qu'on a gagné les championnats du monde versus de se faire dire qu'on a quelqu'un de cher qui vient de mourir. La seule différence, c'est comment est-ce qu'on le vit. Donc, il faut se rendre compte que le stress est tout le temps là.
c'est comment est-ce qu'on le vit. Donc, l'exemple qu'il donne, puis je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre résumé aussi, c'est un mécanicien pour relaxer va stresser son corps en faisant du jardin parce que ça va le relaxer, alors qu'un jardinier, lui, pour relaxer, va sûrement jouer dans la mécanique de son auto. Fait que la même activité pour certains qui cause le même stress physique et mental ne va pas générer la même interprétation de ce que ça fait. Et c'est un peu le principe de Idriss Aberkane quand il dit qu'il faut absolument être en amour, passionné par ce qu'on fait, parce que comme ça, on va interpréter le stress que notre activité génère de la bonne façon au lieu que ça nous écrase. Un peu comme dans The Power of When, donc d'apprendre quelle est notre génétique. Là, dans le Power of When, c'est plus pour quand faire les choses. Lui, il dit, apprenez quelle est votre génétique, puis qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une tortue ou vous êtes un guépard? Les deux ont des avantages. La tortue va vivre 200 ans, le guépard va vivre très peu par rapport à la tortue. Le guépard est capable de courir au-dessus de 100 km/h, la tortue va très lentement. Vous voyez le principe, mais si on demande à la tortue de courir aussi vite que le guépard, on va la tuer. Et puis, si on demande au guépard d'être aussi tranquille que la tortue, parce qu'on fait juste lui donner à manger sans qu'il ait besoin de courir, on va le tuer aussi. Vous voyez le principe. Après ça, c'est un fervent défendeur de prendre le contrôle de sa vie, de contrôler tout ce qu'on peut contrôler, puis de se rendre compte de ce qu'on ne peut pas contrôler et de ne pas perdre de temps là-dessus. Un petit peu comme le livre Extreme Ownership que je vous ai déjà résumé. Et comment est-ce qu'il fait, lui, pour prendre le contrôle et planifier son année? Il appelle ça les 7 jours F, parce qu'en anglais, Family, Fitness, Fears, Facility, Fun, Future, c'est tout des F. Donc, il dit qu'il y a seulement 2% de nos peurs qui sont réelles et qu'on peut contrôler. Tout le reste, ou on ne peut pas le contrôler, ou c'est juste de l'anxiété qu'on se crée par manque de connaissances. Il dit que ça représente environ 7 jours de l'année. Donc, c'est pour ça que c'est symbolique, c'est 7 jours. Lui, il se prend une journée toutes les 7 semaines, ce qui fait 49 semaines, puis il y en a 52, mais là-dedans, il dit qu'il y a la semaine de Noël, on a des vacances. Et c'est des journées où est-ce que, dans le fond, il fait face à ses peurs ou à ce qui pourrait causer un stress qui devienne de l'anxiété au lieu que ça devienne de la performance. Donc, il dit, on fait faire une journée sur famille. Est-ce qu'il faut que je planifie les anniversaires parce que sinon je les oublie puis après je me sens mal? Est-ce qu'il faut que je planifie de communiquer avec mes grands-parents, mes petits-enfants, peu importe? Il prend une journée où est-ce que ce n'est pas la seule journée de l'année où il pense à sa famille, mais où est-ce qu'il organise qu'est-ce qui pourrait potentiellement mal aller et lui cause de l'anxiété ou du stress à ce niveau-là. Même chose pour le fitness, même chose pour ses peurs, même chose pour facility, ce serait sa maison ou son appartement, pour les journées le fun, pour le futur, etc. Donc, il prend le temps, dans le fond, de dédier une journée, d'adresser ses peurs ou son anxiété, puis après, il dit comme ça, je peux juste complètement ignorer tout le reste et vivre sans anxiété pendant le reste de l'année. Pour lui, dans le fond, c'est un gros appel, ce qu'il a appris à devenir un virtuose dans ce qu'on fait. Il appelle ça « be different », un petit peu à la Apple. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de prendre le contrôle de ce qu'on peut. Il y a tellement peu de choses qu'on peut contrôler, mais assez souvent, on essaye de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, puis on ne contrôle plus qu'est-ce qu'on devrait contrôler. Donc, c'est une petite liste qui fait, comme exemple, contrôle ce que tu fais dans ton temps libre. Si tu es juste en train de scroller sur Instagram ou tu es juste en train de regarder Netflix puis ça ne te rend pas heureux parce que tu te dis « Ah, j'ai pas été productif, j'ai pas réussi à faire ça, j'aimerais faire ça », prends le contrôle de ton temps libre. Là, je suis dans mon temps libre en ce moment. Je prends le contrôle de lire, de m'éduquer au lieu de procrastiner puis après ça, m'abattre sur mon sort puis dire que j'ai rien à faire. Prendre le contrôle de l'effort qu'on met dans chaque tâche. Si on décide de faire quelque chose, c'est un peu notre AMRAP mentality du podcast 86. C'est est-ce que le 20 minutes que j'ai passé avec cette personne-là, j'étais à 100% là-dedans? Ou est-ce que j'étais à moitié sur mon téléphone, à moitié dans mes pensées, à moitié. Donc, il n'a servi à rien, j'ai en fait perdu mon temps. Fait que contrôler l'effort qu'on met dans chaque chose qu'on fait.
Contrôler ses pensées et son imagination, parce que comme on l'a vu avec l'effet Pygmalion, si on se répète que ça va mal, puis on se répète qu'on n'est pas bon, ben on ne va pas être bon, puis ça va mal aller. Fait qu'il faut se répéter d'être positif, d'être optimiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste, de dire que la situation en ce moment n'est pas la situation qu'on veut, mais d'être optimiste pour le futur. Et parce qu'on contrôle notre temps libre, ben on va être capable de mettre les efforts qu'il faut pour le changer. Contrôler son attitude, c'est un peu comme dans Verbal Judo, contrôler son attitude puis contrôler sa langue. Donc, contrôler comment est-ce qu'on répond au lieu de réagir à une situation. Contrôler comment est-ce qu'on décide de la laisser nous affecter. Est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou est-ce que c'est quelque chose qu'on interprète comme dangereux, qui nous donne une grosse réponse physiologique, alors que c'est pas si dangereux que ça. Il y a juste quelqu'un qui nous a dit, il y a quelqu'un dessous sur la rue qui nous a dit qu'il n'aimait pas nos souliers. On n'a pas besoin de se battre avec. Contrôler ses choix dans ses modèles et dans ses influences. Bien important, il faut se rendre compte qu'on décide avec qui on passe du temps et que le temps est compté. Donc, ne passons pas de temps avec des gens qui nous influencent dans la mauvaise direction. Le contrôle de la charge de travail qu'on se donne, si on est tout le temps en retard, peut-être qu'on devrait se demander, peut-être qu'on en prend trop, puis on serait mieux de faire comme dans un safari, planifier un peu moins, mieux le faire, puis pour finir, en avoir plus à la fin. Contrôler qu'est-ce qui nous rend anxieux, un peu comme les 7 jours dont Dennis Whitley parle. Ou juste de se rendre compte, est-ce que je peux vraiment contrôler ça? Oui, non, si je peux le contrôler, j'agis dessus, comme ça ne me rend plus anxieux, c'est fini. Contrôler sa réaction aux moments difficiles et aux personnes qui sont difficiles, contrôler à qui et à quoi on décide de donner du temps ou de passer un moment émotionnel avec cette chose, cette personne, peu importe. Donc, ça finit qu'il faut essayer de se programmer, comme on a vu dans Organized Mind ou comme on a vu dans Conscious ou comme on a vu dans The Power of Habits. On est comme un micro-ordinateur, puis il faut apprendre à contrôler ses habitudes, il faut se programmer. Donc, allez voir le Power of Habits, ça explique vraiment bien c'est quoi le trigger, donc l'élément déclencheur, c'est quoi la routine qui se passe et pourquoi, c'est quoi la récompense. Le fait qu'on ne peut pas remplacer une habitude par rien, donc l'éliminer, on est obligé de la remplacer par une autre habitude. C'est quoi le processus? Comment est-ce qu'on fait pour prendre le contrôle de ces habitudes? Donc, et de, comme je vous dis, se programmer pour qu'après, c'est ça la puissance des habitudes. Ça nous coûte moins cher dans notre cerveau pour être capable de le faire et donc ça devient de plus en plus facile. J'approche de 100 podcasts. Donc, j'approche de 100 livres que j'ai lus. Ça devient de plus en plus facile parce que c'est une habitude. C'est une habitude, j'ai mes trucs, ça dépense beaucoup moins d'énergie et j'arrive à le faire de façon fiable. Il faut réaliser que le temps est extrêmement relatif. À 5 ans, une année de plus, c'est 1/5 de notre vie. À 100 ans, une année de plus, c'est 1/100. Donc, c'est normal qu'on ait l'impression que le temps accélère. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, de façon relative, le temps il décélère? Ben, c'est l'action, c'est d'aller chercher de la connaissance, c'est de regarder le monde comme un enfant et de s'émerveiller encore au lieu de juste abdiquer et dire que l'avenir est noir et que c'est donc bien beau dans le passé. Donc, prends le temps, c'est de connecter avec les gens, c'est de faire moins mais mieux. C'est dur, je ne sais pas, c'est de redevenir excité quand on nous propose un projet. Il faut se rendre compte qu'il y a un dicton des Maasai que c'est quand le ventre est vide qu'on commence à penser. C'est là qu'on invente des choses. Bien, dans notre société, notre ventre n'est jamais vide. Puis on a l'impression que notre cerveau n'est jamais vide parce qu'on est bombardé tout le temps de choses. Il faut apprendre c'est un peu l'idée du jeûne, apprendre à se remettre l'estomac vide et de faire un peu le principe avec notre cerveau. C'est ce que je vais vouloir faire aussi commencer à vous faire des résumés sur la méditation. Commencer à contrôler ça un petit peu parce que si on veut être productif et surtout réaliser des grandes choses pour pouvoir s'épanouir, ben c'est pas en étant un mouton puis en suivant tout le monde puis la société qu'on va nécessairement y arriver. Il faut apprendre à être différent. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Ben c'est de repenser à comment est-ce que je peux avoir le ventre vide de façon sécuritaire pour accélérer un petit peu ma pensée,
puis comment est-ce que je peux faire la même chose avec mon cerveau pour vouloir aller chercher plus de connaissances. Fait que j'espère que ce résumé vous a plu. Vraiment cool comme vision de la vie de M. Dennis Wheatley. Puis j'espère que ça va vous pousser à devenir un virtuose dans quelque chose. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Likez le podcast aussi ou bookmarkez-le ou donnez-moi un thumbs up sur mon channel YouTube. Je continue à faire ça pour vous. Donc, on se voit la semaine prochaine.